Chapitre 14. Comment définir l'identité culturelle? S'agit-il d'un individu? Son identité culturelle est fonction de celle de son peuple. Par conséquent, il définit l'identité culturelle d'un peuple. Cela revient, dans une large mesure, à analyser les composantes de la personnalité collective. On sait que 3 facteurs concourent à la formation de celle-ci. Un facteur historique, un facteur linguistique, un facteur psychologique. Toute tentative visant à renforcer ou à modifier la personnalité culturelle doit donc consister à étudier avec soin un mode d'action approprié sur ces 3 facteurs. L'identité culturelle parfaite correspond à la pleine présence simultanée de ceux-ci chez l'individu. Mais il s'agit là d'un cas idéal. Dans la réalité, on rencontre toutes les transitions depuis ce cas normal jusqu'au cas extrême de la crise d'identité par suite de l'atténuation des facteurs distinctifs précités. Les combinaisons spécifiques de ceux-ci donnent tous les cas possibles, individuels ou collectifs. Tel facteur agit pleinement, tandis que tel autre n'a plus qu'un effet très faible ou même nul, comme on le verra lors de la perte de l'expression linguistique de la langue maternelle dans la diaspora. On pourrait se demander lequel des 3 est le plus important. Autrement dit, lequel suffira à caractériser la personnalité culturelle en l'absence des 2 autres. Cette question a-t-elle un sens? Pareil cas est-il possible? Répondre revient à passer en revue l'importance relative de chacun des facteurs dans une analyse brève. Facteur historique. Le facteur historique est le ciment culturel qui unit les éléments disparates d'un peuple pour en faire un tout par le biais du sentiment de continuité historique vécu par l'ensemble de la collectivité. C'est la conscience historique ainsi engendrée qui permet au peuple de se distinguer d'une population dont les éléments par définition sont étrangers les uns aux autres. La population d'un marché de n'importe quelle grande ville est composée de touristes étrangers venus de 5 continents et qui n'ont aucun lien culturel entre eux. La conscience historique, par le sentiment de cohésion qu'elle crée, constitue le rempart de sécurité culturelle le plus sûr et le plus solide pour un peuple. C'est la raison pour laquelle chaque peuple cherche seulement à bien connaître et à vivre sa véritable histoire, à transmettre la mémoire de celle-ci à sa descendance. L'essentiel pour le peuple est de retrouver le fil conducteur qui le relie à son passé ancestral le plus lointain possible. Devant les agressions culturelles de toutes sortes, devant tous les facteurs désagréables du monde extérieur, l'arme culturelle la plus efficace dont puisse se doter un peuple est ce sentiment de continuité historique. Aussi, l'effacement, la destruction de la conscience historique a fait partie de tout temps des techniques de colonisation, d'asservissement, d'abâtardissement des peuples. Le passage ci-dessous de Perronet, cité par G. Hardy, en est la preuve. Ouvrez les guillemets. Il est une manière que je verrai disparaître sans regret, une matière que je verrai disparaître sans regret du programme de nos écoles africaines, déclare M. Perronet, sénateur de l'Allier, dans un récent article des Annales coloniales, c'est l'histoire. Quelques lectures à l'occasion de la leçon de français suffiraient pour leur donner la notion de la puissance de notre pays. Il y a un moyen bien plus simple encore de donner aux jeunes indigènes une idée nette de notre force. C'est de décorer la salle de classe avec des manigolos entrecroisés et de dresser sur le pupitre du maître un canon de 75 en miniature. Cela peut, en quelque mesure, et pour un temps donné, remplacer l'histoire, mais il ne faut pas oublier qu'on s'habitue vite aux épouvantails. Les moineaux finissent par faire leur nid dans la poche des gentlemen qui gesticulent dans les cerisiers. Fin de la citation.
Ce sont ces possibilités d'agression culturelle liées à l'importance vitale de cette matière qui ont amené les pays en développement qui sortent de la nuit coloniale, tels le Maroc, l'Algérie, etc., à faire de l'enseignement de l'histoire une activité nationale. En tout cas, cet enseignement doit retenir particulièrement l'attention de l'État. On voit que ce qui est important pour un peuple donné, ce n'est pas le fait de pouvoir se réclamer d'un passé historique plus ou moins grandiose, mais plutôt d'être seulement habité par ce sentiment de continuité si caractéristique de la conscience historique. Il ne pourrait jamais arriver à l'idée du petit peuple albanais d'envier au peuple britannique son brillant passé historique. La connaissance de son vrai passé, quel qu'il fût, voilà le fait important. Cela suppose une activité de recherche qui se déploie entièrement sur le terrain scientifique, à l'abri de toute interférence de l'idéologie. L'UNESCO est bien placée aujourd'hui pour faire savoir que les Africains sont capables de se livrer à une pareille activité. En effet, elle possède désormais dans ses propres archives des documents probants à ce sujet. Nous avons dit plus haut qu'un peuple sans conscience historique est une population. La perte de la souveraineté nationale et de la conscience historique par suite de l'occupation étrangère prolongée engendre la stagnation ou même parfois la régression, la désagrégation et le retour partiel à la barbarie. Tel fut le cas de l'Égypte sous les Romains, s'il faut en croire Juvénal. Du fait de la perte continue de la souveraineté nationale, depuis l'arrivée des Perses en 525 avant J.C., l'Égypte, qui avait civilisé le monde et qui dès 1600 avant J.C., sous la reine Hatshepsut, sillonnait les mers avec les bateaux de haut bord vers le pays de Punt, ne savait plus construire que des barques en argile sous les Romains au IIe siècle après J.C.